Bonjour à tous, bienvenue dans ce Lion Lunch. Daniel, tu me confirmes qu'on voit bien mon écran? Ouais, carrément. Trop bien. Eh bien, bonjour à tous, on est trop content de vous retrouver donc avec Daniel qui vient aujourd'hui nous parler de Product Backlog, comment le prioriser efficacement. Donc, on va passer 1 heure ensemble, 1 heure pendant laquelle vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez. C'est vraiment hyper important pour nous que vous repartiez avec des éléments applicables, du concret. Donc pendant toute cette heure, ce sera sous forme d'interview entre moi et Daniel sur le backlog. Donc Lyon, qu'est-ce que c'est? Déjà, bienvenue à tous. Donc moi, je suis Margot, je suis programme manager chez Lyon, donc j'aide à organiser les formations. Mais Lyon, qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous connaissez déjà. En tout cas, Lyon, c'est l'école de l'ère entrepreneuriale. On aime dire que le but, ce n'est pas d'être entrepreneur. Le but, c'est d'être entreprenant, d'avoir les clés, d'oser, de se mettre en action, d'avoir confiance. En fait, on est dans un monde qui bouge à 100 à l'heure, avec de nouvelles méthodes de communication qui apparaissent, des nouveaux sujets qu'on ne connaissait pas avant, des compétences qui sont remises en question, des nouveaux outils. Et pour cela, la réponse à l'information, eh bien, ça passe par la formation. La formation, on nous en parle de la maternelle, primaire, collège, lycée, études. Et dès qu'on commence à travailler professionnellement, on nous en parle beaucoup moins. Et pourtant, c'est en se tenant informé qu'on peut avoir les clés et oser en ayant confiance dans ce monde qui bouge énormément. Donc nous, Lyon, c'est vraiment comme ça qu'on veut vous accompagner. Et pour cela, il y a différents programmes de formation. Donc il y a le programme Growth, comment augmenter la croissance de son business, comment le lancer. La data, tout ce qui est comment scraper, mettre en place de la data, l'analyser, puis la réutiliser. Ensuite, il y a tout ce qui est Web3, donc métaverse, NFT, IA, management, donc team leader, comment être un bon manager. Et enfin, product, tout ce qui est état d'esprit product, PO, PM, tous les métiers qui gravitent autour. Donc, la prochaine formation Product, elle est du 11 septembre au 20 octobre. C'est un rendez-vous en présentiel pendant 3 heures où on fait intervenir plein d'experts du product qui, en plus de vous apporter de la théorie, donc des notions que vous allez maîtriser, ils vous apportent surtout leur expérience qu'ils ont expérimenté sur le terrain, vécu dans leur quotidien. Donc, ils viennent souvent de start-up, de scale-up comme Doctolib, Blablacar, Backmarket, etc. Chez Lyon, on a une team de choc qui est avec nous. On a notamment Noémie, non pardon, Mélodie, oulala, Mélodie qui est vraiment votre interlocutrice privilégiée. Donc voilà, si vous avez des questions pour monter en compétence sur le product, eh bien c'est avec Mélodie. Et ensuite, vous avez Céline qui est présente dans le chat, qui pourra répondre à vos questions, partager les ressources nécessaires qui seront notamment partagées par Daniel. Donc voilà, merci beaucoup Céline. Avant de commencer cette interview, on aimerait d'abord savoir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes en poste dans le product, dans l'agilité? Est-ce que vous êtes entrepreneur, freelance? Est-ce que vous connaissez Lyon? Donc voilà, on peut prendre 5 minutes pour que vous nous partagiez un petit peu qui vous êtes. Ça nous aidera avec Daniel à orienter après nos questions pour mieux vous aider et mieux répondre encore une fois à vos enjeux. Donc voilà, n'hésitez pas dans le chat, chacun à mettre en quelques mots qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous travaillez, etc. Merci beaucoup à tous ceux qui vont le faire. On va lire ça petit à petit. Et je laisse maintenant la parole à Daniel, notre coach agile et notre Scrum Master, qui a notamment travaillé avec les équipes product, avec les devs, etc. Donc, il va nous partager son expérience. Est-ce que, Daniel, tu peux commencer par te présenter et nous dire un petit peu quels sont tes sujets de prédilection? Yes, merci beaucoup. Alors, je vais essayer d'être assez succinct. Mon parcours, en 2 mots, j'ai fait un diplôme d'ingénieur dans l'informatique. Je me suis spécialisé en 4e année. Donc, assez naturellement, après, je me suis orienté vers du développement, donc dans une SN en conseil, où j'ai touché un petit peu à tout. J'ai fait du back, j'ai fait du front,
J'ai fait aussi du conseil UX UI, notamment sur Sketch, qui à l'époque. Et assez naturellement, en fait, après avoir fait un peu du back, du front, de l'UX, UI, j'avais envie d'aller plus loin là-dedans, donc je me suis orienté justement pour aller creuser cet aspect-là. Et donc, aller beaucoup plus loin dans la partie un peu plus front-end, donc l'interface pour nos utilisateurs, ce qui m'a conduit à me poser d'autres questions très en amont de ce qu'on produit, que ce soit des maquettes et wireframes ou du développement front, remonter beaucoup plus en amont sur la partie produit. Et donc là, du coup, j'ai cherché justement à monter en compétence sur le produit, donc je me suis un peu auto-formé au départ. Ok. Comment est-ce Et que tu ensuite, t'es formé justement plein de ressources en ligne, regarder. J'étais toujours un peu passionné du produit de façon globale, l'UX, UI, voilà, comment tu fais des maquettes. Mon CV, je les faisais avec Sketch. Enfin, tout ce que je pouvais prendre et emmagasiner comme info lié à ça. À l'époque, Oui. il n'y avait pas non plus énormément de contenu. Je le prenais. Et ensuite, du coup, j'ai fait un peu le virage en disant, bon, je sais faire du développement, je sais faire de l'UX UI, je sais faire un petit peu plus de la conception. J'ai envie d'aller beaucoup plus loin et faire du vrai produit. Et donc, j'ai cherché, c'est là que j'ai fait la bascule, un poste pour devenir product owner dans une startup à l'époque. Ça, c'était juste avant le Covid. Et en plus de ça, pour un petit peu aller plus loin, j'ai pu avoir justement, c'est comme ça que j'ai connu Lyon à l'époque, bénéficier du parcours formation Product Owner, où on voyait avec tous les modules de A à Z un petit peu ce que ça voulait dire être au produit. Donc j'ai fait ça pendant presque un an chez la startup qui s'appelle Thank You. Et ensuite, j'ai voulu continuer sur d'autres choses, puisque voilà, je suis un profil qui fait un peu plein de trucs. J'aime bien changer très souvent. Et donc, j'ai cherché à soit confirmer un petit peu ce que j'avais connu d'un point de vue produit dans la startup, Ok. soit aller plus loin sur la partie agilité. Et en fait, assez naturellement, dans la boîte que j'ai rejoint juste avant celle actuelle, qui s'appelle Pplug, j'ai rejoint en tant que product manager plus orienté tech. Donc, il y avait vraiment une très, très forte dominante tech puisque c'était du paiement donc dans la banque. Là, j'ai eu l'opportunité voilà, de refaire beaucoup de produits, de creuser tous ces besoins-là et surtout de monter en compétence parce qu'on était dans un contexte très fort de croissance, de scale-up pour justement mettre en place un cadre agile pour aider les équipes à s'emparer du produit, qu'elles soient le plus autonomes et responsables possible et vraiment créatrice de valeur. On pourra voir ce que ça veut dire la valeur tout à l'heure. Mais voilà, donc ça c'est un peu mon parcours et donc du coup je suis resté 3 ans dans cette société où j'ai pu vraiment être à la tête de la mise en place de l'agilité, de tout ce que ça implique. Échanger avec les techs, échanger avec le produit, échanger avec les archis, échanger avec le management, etc. Et je me suis dit, bon, j'ai envie de faire le grand saut, j'ai envie de me mettre à mon compte et essayer de voir est-ce que mon profil peut intéresser des sociétés pour être accompagné à la fois sur la partie vraiment coaching agile, transformation des organisations, et autant sur la partie à l'intérieur des équipes, comment moi, dans ma posture de Scrum Master, un peu mentor, je peux aider les équipes à produire de la valeur. Voilà. Trop bien. Donc ça, c'est ce que tu fais aujourd'hui, du coup. Ça, c'est ce que je fais aujourd'hui, en effet, chez Les Échos, donc le média Les Échos, dans une équipe à peu près, on est composé de 30 personnes. Donc là, je fais une mission chez eux depuis 3 mois pour les accompagner à la fois sur une restructuration potentielle des équipes pour créer de la valeur, mais aussi dans l'accompagnement à l'intérieur des équipes de comment on remet les bases à plat, comment on répond à des vrais besoins, etc. Donc ça, c'est très, très fort chez moi d'avoir cette envie de faire monter les équipes en compétences pour qu'elles soient le plus autonomes et responsables possible afin de créer la valeur. Ok, merci beaucoup. Donc, parcours assez 360. Merci à tous ceux qui ont répondu dans le chat. Je vois qu'on a avec nous des PO, des PM, développeurs web, des curieux du product, chefs de projet. Donc, c'est trop bien. Je pense qu'on va vraiment pouvoir vous apporter quelques éléments concernant le backlog, puisque c'est le thème du jour. Eh bien, après cette présentation de toi, Daniel, on va pouvoir passer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un product backlog? Alors, je vais donner une définition très très simple que j'aime bien. Le product backlog, en fait, c'est l'ensemble des éléments et la notion d'éléments
et importante, éléments et options possibles pour créer un produit. Souvent, dans toutes les entreprises que moi j'ai connues, quand on arrive dans une entreprise, il y a déjà cette notion de backlog qui est présente. Ok. Mais il n'y a pas forcément toute cette notion de produit associé. Donc voilà, un product backlog, c'est vraiment l'ensemble des éléments et des options possibles pour soit créer un nouveau produit, soit améliorer un produit existant. Ok. Et comment, enfin, je pense que ça peut prendre plusieurs formes, on en verra tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on peut construire ce backlog? Ouais. Là, encore une fois, ça va dépendre des cas. Je vais prendre un exemple assez classique qui devrait être assez générique. Demain, on est dans une équipe qui a envie, par rapport à son organisation, qui a des objectifs un petit peu, on pourrait dire OKR, hein, des Objective Key Results, ou des objectifs un peu plus stratégiques, peu importe quelle sémantique on utilise. Voilà, d'orienter un petit peu les développements et le produit associé pour l'organisation liés à ses objectifs et ses enjeux stratégiques. Du coup, l'idée, ça va être dans un premier temps, pour construire un backlog, d'avoir une vision produit. Donc, de décliner quelque part ces OKR en objectifs produits, qui ne sont pas forcément très précis à ce stade-là, hein. C'est vraiment une vision produit très macro. Quelle orientation on veut prendre pour un produit? À titre d'exemple, est-ce qu'on veut se démarquer de la concurrence? Est-ce qu'au contraire, on veut rattraper la concurrence? C'est des stratégies qu'on peut évoquer. Et à partir de cette vision produit un peu qu'on va définir, qui est très très macro à ce stade-là, on va essayer de la décliner justement en choses beaucoup plus atteignables et terre à terre, qui vont peut-être découler sur des fonctionnalités derrière. C'est ce qu'on va appeler le product goal. C'est un peu un langage que j'utilise lié à l'agilité et lié à un des cadres agiles proposés par l'agilité qui est Scrum. Dans toute la suite, globalement, je vais considérer, comme c'est à peu près 80% des entreprises aujourd'hui qui essayent de mettre en place cette stratégie-là d'agile, avec Scrum, je vais plutôt orienter les débats là-dessus. Et donc, du coup, on construit à partir de la vision produit qui découle des OKR en un product goal un peu plus précis. Et dans ce product goal, là, on va se poser plein de questions. Est-ce que tu aurais un exemple peut-être tu disais avec la concurrence, Ouais. quelque chose qu'on peut après décliner en un peu plus concret à mettre dans le backlog? Par exemple, admettons, on cherche, je vais prendre l'exemple d'un site e-commerce. On a un site e-commerce, une entreprise qui crée un site e-commerce pour vendre, admettons, des chaussures. Oui. Et sur notre site e-commerce, bon, bah voilà, on a commencé à créer des premiers éléments et on se pose la question de comment on pourrait améliorer le taux de conversion. Donc là, il va y avoir un OKR qui va découler en disant, nous, on cherche en tant qu'entreprise à augmenter notre taux de conversion de façon chiffrée et très claire de 15% d'ici 6 mois. Ensuite, là, le rôle du produit, en collaboration avec les équipes tech, c'est très, très important aussi, et avec les parties prenantes, ça va être d'essayer de décliner ça vraiment en une vision produit beaucoup plus précise. Un exemple, ça pourrait être dire par rapport à justement le fait d'augmenter le taux de conversion de 15 ou 30% en 6 mois, on pense, parce qu'on a fait une petite étude, nos utilisateurs, aujourd'hui, ils ne convertissent pas parce que le parcours d'achat, il y a trop d'étapes. Et du coup, il y a des personnes qui abandonnent leur panier, par exemple. Ok. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va commencer à creuser. Et on va se dire comment on peut améliorer justement le parcours des utilisateurs pour convertir. Et là, on est déjà à l'échelle d'un product goal. On va essayer de définir ça beaucoup plus finement. Et ensuite, une fois qu'on aura cette vision un peu plus claire, on va faire un atelier qu'on aime beaucoup, nous, agilistes, et qui permet vraiment d'embarquer toutes les équipes, qui s'appelle le story mapping. Oui. C'est justement déterminer sur notre site web, notre interface, que ça soit un site web, du mobile ou une application, peu importe. Si je garde l'exemple du site e-commerce pour des chaussures, décliner ça justement en parcours utilisateur. Donc, on va déterminer des personas. On va déterminer tout le flux de parcours de nos utilisateurs, par exemple pour aller à la conversion et à l'achat, qu'on va matérialiser en collaboration. C'est un atelier de 2 heures à peu près, avec toutes les équipes, les techs, le product et les parties prenantes si nécessaire, parce qu'elles peuvent vraiment donner des indicateurs très intéressants. Mettre à plat tous ces parcours-là, et là, en fait, il y a des solutions naturelles qui vont émerger.
Et à la fin, en fait, de cet exercice de story mapping, ce qui se passe, c'est pour ça qu'on l'appelle story mapping, c'est qu'on a des user stories, donc des récits utilisateurs. Pour certains et certaines d'entre vous, s'il y a des products, ça devrait vous parler. Le format un petit peu classique, c'est en tant que persona, assez précis, je souhaite quelque chose afin de. Donc là, on essaie de répondre à des besoins utilisateurs. Et ben voilà, à la fin de cet atelier, on a un ensemble d'user stories. Et ensuite, la dernière étape de cet atelier, c'est de dire, bon, bah, je vais essayer de faire des petits jalons et de ordonner les user stories par la valeur. Mais là, je pourrais te détailler un peu plus Oui. ce que veut dire la valeur. Donc à la fin, globalement, on a un ensemble d'user stories, une première version d'un backlog, et surtout, naturellement, ce qui se passe, c'est qu'il émerge un MVP, le minimum valuable product, donc vraiment la version minimale de ton produit qui est acceptable. Voilà. Ok, très clair. Il y a Brieux juste qui nous a demandé sur les US s'il fallait mieux créer des tickets enfants ou associés pour le sprint sur le Jira. Est-ce que ça te parle ou pas, Daniel? Les tickets enfants ou associés sur le sprint sur le Jira. Alors déjà, pour ne pas choquer personne, Jira, c'est un outil de collaboration de gestion de projet. Que ça soit sur Jira ou n'importe lequel, dans toute la suite, moi, je ne parlerai pas d'outils. C'est très important. Un backlog, ça peut être un cahier avec des listes de tâches. Ça, c'est une forme de backlog. Il ne faut pas être contraint par les outils. C'est la communication qui prend toujours le pas sur les outils. Première valeur du manifeste agile. C'est très important. Donc, pour répondre à ta question, Brieux, ça dépend en fait des équipes. Pareil, il ne faut pas être dogmatique. C'est comment au sein de l'équipe on communique. Quelle est dans un premier temps la définition d'une user story pour l'équipe? Quelle est la définition d'une sous-tâche pour l'équipe? Et s'il n'y a pas de consensus, créer d'abord ce premier consensus qui embarque la majorité de l'équipe. Parfois, il va y avoir des discussions. Bah, l'idée, c'est de prendre la majorité toujours pour pouvoir avancer et itérer dessus de façon empirique. Et du coup, moi, ce que je conseille globalement, c'est une user story associée à un besoin utilisateur très précis. Et ensuite, ça se décline en sous-tâches techniques qui est plus à destination de l'équipe technique, donc des développeurs au sens large, qu'ils soient back, front, full stack, architectes. Ça peut aussi embarquer des équipes de conception UX, UI. Voilà, parce qu'elles aussi, elles permettent d'arriver à satisfaire le besoin utilisateur. J'espère avoir répondu à ta question, Brieux. Trop bien. Et il y a Caroline qui nous demande un peu plus la différence entre Epic et US. Ouais, c'est une très bonne question. Si je reprends l'exemple du user story mapping, je pourrais vous donner une petite version tout à l'heure pour donner un exemple. Une Epic, ça va être vraiment un gros paquet d'user story. C'est une thématique quelque part. C'est pour dire, si je reprends mon exemple, quand on cherche à améliorer le taux de conversion sur le parcours d'achat de nos utilisateurs sur nos sites web d'e-commerce chaussures, de vente de chaussures, typiquement, il va y avoir peut-être une première étape dans le tunnel d'achat qui va être de dire je sélectionne des produits. Donc, on pourrait créer une épique de quel est le parcours associé à toute la sélection de produits. Ajout de produits au panier. Ça pourrait être un titre d'épique. Et dedans, il y a plein de fonctionnalités associées qui pourraient être j'ajoute via la quantité, j'ajoute via la home, j'ajoute via, par exemple, depuis un partenaire. C'est-à-dire, je ne sais pas, c'est sur Facebook, j'ai cliqué, ça ajoute un produit à mon panier parce que je suis connecté. Tout ça, ça va être une épique. Donc, c'est vraiment quelque chose de plus macro qui ensuite va se décliner en fonctionnalité, donc en user story beaucoup plus petite et le plus petite possible. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'elle soit indépendante, négociable, c'est ce qu'on va appeler invest, indépendante, négociable, estimable potentiellement, testable et assez petite. Plus vous avez des récits utilisateurs qui sont petits et très précis, plus vous allez pouvoir itérer facilement et faire des choix pour avancer vers l'atteinte des objectifs. Trop bien. Donc c'est aussi une histoire d'échelle en fait. Exactement. Micro et tout. De granularité, voilà. Epic, c'est vraiment un gros paquet qui est assez flou. Et dedans, on a plein d'US qu'on peut associer. Ok. On parlait donc des US. Il y a d'autres choses dans le product backlog. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, ce que je conseille souvent, parce que, à vrai dire, à part quand vous lancez votre société ou un nouveau produit, en général, il y a déjà des backlogs existants qui sont un peu éparpillés dans les organisations. Brieux, tu citais Jira tout à l'heure, il y a d'autres organisations qui utilisent d'autres outils. Bref, il y a souvent ce truc de
L'info, elle est dans plein d'endroits différents. Moi, ce que je conseille toujours pour les équipes, c'est d'essayer de maximiser la centralisation de l'information. Plus vous avez une info centralisée, plus c'est facile de retrouver, l'information puisqu'elle est au même endroit, et deux, on le verra tout à l'heure, plus c'est facile d'ordonner les informations. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que dans un backlog, on a parlé de récit utilisateur, user story en anglais, donc c'est vraiment les besoins produits, mais moi, je conseille vraiment d'avoir les bugs, les anomalies qu'on peut rencontrer en production, d'avoir peut-être des tâches qu'on peut appeler de dead technique ou de refacto, qui sont vraiment des tâches vraiment à destination de tech, de dire, bon, bah là, pour répondre aux besoins, on est allé assez vite sur la solution, mais on a créé un peu de dead technique, il faudrait qu'on s'y penche dessus plus tard, parce que sinon, à un moment donné, ça va être très, très dur de maintenir notre logiciel. Donc voilà, des tâches de dead technique. Et ça peut aussi prendre la forme de axes d'amélioration. En tant qu'agiliste, je prône le fait que les équipes soient responsables, autonomes et qu'elles s'améliorent en continu. Typiquement, quand vous faites des rétrospectives, si ça parle à certains et certaines d'entre vous, pour se poser la question de comment on pourrait s'améliorer en tant qu'équipe, là, vous allez prendre un certain nombre d'idées que vous allez à la fin ordonner en principe et sortir avec des axes d'amélioration. Moi, je conseille aussi de les mettre dans le backlog pour se dire on s'engage dessus. Ça les rend visibles. Deuxièmement, ça les matérialise. Et troisièmement, c'est beaucoup plus engageant que se dire on a dit ça dans une réunion il y a 2 semaines, on a peut-être oublié. Le fait de tout centraliser, c'est une bonne pratique que je donne souvent aux équipes. Ok, donc US, bug, axe d'amélioration et tâches purement tech. Exactement. Il peut y en avoir d'autres. Si vous avez d'autres types qui existent, ça peut tout à fait prendre aussi cette forme-là. Par exemple, des tâches de test. Vous faites des tests automatisés et vous avez des types particuliers associés à ça. Ça peut aussi être dans votre backlog. Trop bien. Anissa, j'ai vu ta question sur les principales difficultés que Daniel a pu rencontrer. On en parlera tout à l'heure. Donc, je reviendrai dessus à ce moment-là. Donc, très clair pour qu'est-ce que le backlog, comment le construire, qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais quand est-ce que l'on s'en sert en tant que PO-PM? Eh ben, on l'a dit tout à l'heure, objectif key result, donc vraiment un objectif un petit peu plus stratégique. Ensuite, ça va décliner sur une vision produit un peu macro, qui ensuite va se décliner sur des product goals. Et tout à l'heure, on me posait la question d'une épique par rapport à une US. Typiquement, un certain nombre d'épiques pourrait constituer un product goal. C'est quelque chose qu'on peut avoir, c'est une image qu'on donne souvent. C'est pas là, il ne faut pas être dogmatique encore une fois, mais il y a des organisations pour lesquelles ça convient de dire bon bah une ou deux ou trois épiques, ça me permet de constituer mon product goal. Ok. Du coup, le backlog, à la fin, en fait, on s'en sert au quotidien. C'est vraiment l'outil de travail privilégié des équipes produits et tech. Donc ça, c'est très, très important. Il faut leur donner tout le temps. Il faut tout le temps se poser la question de qu'est-ce que je peux enlever, qu'est-ce que je peux rajouter, comment je réordonne les éléments les uns par rapport aux autres, comment je le fais, on verra tout à l'heure via la valeur. Voilà, donc c'est vraiment du quotidien. Est-ce que toi, dans la pratique, tu y vas tous les jours? J'y vais, en fait, moi, même en tant qu'agiliste sans être au produit, mais quand j'étais au produit, Ouais. c'était pareil. Ma petite routine, ma morning routine, c'est j'ouvre mon outil de travail Ok. qui est mes mails, mes Slack ou Teams, peu importe. Et j'ai toujours 3 onglets avec mes tâches personnelles, que moi j'ai un Trello personnel pour m'organiser, mes mails d'un côté, mon calendrier de l'autre, et enfin mon board de travail pour les équipes de gestion de projet. Jira, ça peut être aussi un Trello, ça peut être Asana, ça peut être plein d'outils. Et ça, Ok. c'est en permanence. Donc j'y vais à peu près 20 fois par jour en fait. Je ne Ouais. saurais même pas dire, c'est tellement automatique. Ça ne veut pas dire que je réordonne tout le temps 20 fois Mm, par jour, ça veut simplement dire que c'est tout le temps ouvert. J'ai toujours de la visibilité dessus pour à tout moment pouvoir être réactif, répondre aux questions des équipes que j'accompagne, pouvoir justement relancer certaines personnes quand il y a un blocage, typiquement dans le process de review de merge request côté tech, ouais. des blocages qu'on connaît très souvent, tout ce genre de choses. Donc c'est en permanence ouvert et je le consulte vraiment tout le temps. Ok, ça marche. Question d'Elvis, comment faire si en tant que PM, tu es lâché dans la nature sans OKR ni key results? Eh ben, c'est une très bonne question. Il y a plein de façons de faire là encore. Moi, ce que je t'invite à faire en tant que PM, parce que pour engager les équipes, et je pense que du coup, quand tu poses cette question, c'est très important,
de se dire où est-ce que je vais, quelle direction je veux suivre. En tant que product manager, vraiment, et ça demande un peu de maturité, mais c'est quelque part toi qui va pouvoir porter la vision produit auprès de la boîte et donc du coup construire les OKR avec tes parties prenantes. Donc si aujourd'hui il n'y a pas d'OKR et que vraiment ça t'amène du flou dans ta prise de décision, dans ta priorisation, dans l'atteinte des objectifs un peu plus macro, qu'il n'y a pas cette chose qui est mise en place, moi je t'invite, je te conseillerais vraiment d'en parler avec les parties prenantes pour dire bon bah voilà, aujourd'hui c'est un peu flou pour moi pour prendre des décisions, voilà pourquoi. Est-ce que je peux vous accompagner ou est-ce que je peux être impliqué dans les discussions liées aux OKR? Est-ce qu'on peut le mettre en place vraiment? Parce que ce n'est pas quelque chose qui prend non plus énormément de temps. On peut le faire tous les trimestres, donc une fois par trimestre. Hein. Et vraiment engager tout le monde, bah, c'est être sûr qu'on va dans la bonne direction. Moi, ce que je constate, pour faire une petite parenthèse, souvent dans les organisations que j'ai pu accompagner ou dans lesquelles j'ai travaillé, bah, c'est que la vision globale stratégique, on a beau la communiquer, bah, parfois elle n'est pas acquise par les personnes. Et quand elle n'est pas acquise, bah, potentiellement, c'est tant de travail qui n'est pas lié à nos objectifs. Donc potentiellement tant de travail qui n'est pas lié à la valeur où on veut emmener l'organisation. Oui. Et du coup, ça crée de la dissonance, ça crée des conflits, ça crée de la friction dans les équipes. Et c'est dommage. Mais c'est un peu ce que demandait en fait Anissa et comme on en parle. Mais comment est-ce que tu fais pour embarquer les parties prenantes dans l'utilisation et la priorisation du backlog? La valeur, c'est le seul point d'attache je pourrais en parler juste après, mais je peux en parler maintenant si Ouais, on va y besoin. venir. C'est comment on mesure la valeur et qu'est-ce que ça veut dire la valeur. Le seul Yes. pilier et un peu le nerf de la guerre dans des organisations produits et tech, c'est la valeur. Et là, je te propose de prendre le partage d'écran parce que j'ai Oui. deux, trois choses à vous montrer à ce sujet-là pour un peu plus définir ce que c'est que la valeur parce qu'on parle souvent de ça, mais tout le monde a une idée de sa propre valeur et donc c'est pas forcément très clair. Alors, donc là, juste pour information, c'est un mural perso que j'utilise. Donc, c'est un outil de collaboration comme Klaxoon, comme Miro pour certains et certaines. Vous devez peut-être connaître. Est-ce que vous voyez bien mon écran à Oui. distance? Ouais. Du coup, comprendre ce qui a de la valeur. Donc, ça, c'est vraiment très important. Globalement, dans les organisations, on se rend compte qu'il y a trois grandes catégories qui sont mesurées par les organisations. Ce qu'on va appeler les activités. Et donc ça va être tout le travail que font les membres de l'organisation, comme effectuer son travail, aller à des réunions, avoir des discussions, écrire du code d'un point de vue tech, créer des comptes rendus, assister à des conférences, etc. etc. Ça, c'est les activités. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle la production. Donc ça, c'est un peu ton livrable. Donc ça va être tout ce que tu as produit. Des versions de ton produit, des versions d'applications. Pareil, ça peut être de la documentation. Un rapport sur la qualité, le taux de bug, etc. etc. C'est la production. Et enfin, il y a ce qu'on va appeler les résultats. Les résultats, c'est tout ce que tu t'attends vis-à-vis de ton produit ou que tu souhaites pour tes clients parce qu'ils t'ont remonté un besoin et tu veux y répondre. Donc, c'est un peu toute ta phase d'expérimentation. C'est un peu ce qu'on pourrait dire aussi la capacité nouvelle associée à ton produit que tu as envie de délivrer à tes utilisateurs ou à tes clients. Ce qu'on se rend compte de façon assez classique, c'est que les organisations, elles savent très bien mesurer ce qui est lié aux activités et ce qui est lié à la production. Par contre, ce qui est lié aux résultats attendus, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile. Et donc, de fait, Ok. pour donner un exemple très concret, ça, c'est trois façons de mesurer la valeur. Je vais en donner d'autres derrière, les types de catégories mesurées par les organisations. Fournir des résultats qui apportent de la valeur, bah, c'est être confiant sur le fait que ton produit répond à des besoins. Donc, c'est fidéliser ta clientèle, c'est être sûr que ça va être utilisé, c'est vraiment taper dans le mille. Ça, c'est un peu la vision utopique qu'on souhaite toutes et tous quand on construit un produit. Sauf que pour atteindre ces objectifs, bah, y a plein d'organisations qui pourraient dire, bon, bah, en fait, on va travailler plus. Donc, on va augmenter nos activités et fournir plus de fonctionnalités. Donc, augmenter le nombre de fonctionnalités qu'on produit, qu'on livre en production. Mais en fait, ça ne va pas forcément conduire nécessairement à une amélioration de l'expérience utilisateur ou de ton retour sur investissement.
C'est pas parce que tu as un produit avec plein de fonctionnalités et que tu travailles plus que forcément ton produit sera de meilleure qualité. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, de fait, là, je vais faire une petite parenthèse pour aller un peu plus dans le concret encore lié à la valeur. Il faut savoir un truc, c'est que je suis certifié de l'Evidence-Based Management en tant qu'agiliste. C'est une certif qui est délivrée par Scrum.org, un organisme qui délivre des certifs très connu international. Et donc, du coup, ils ont, par le biais de cette certif, j'ai pu apprendre à définir vraiment plus précisément ce que c'était que la valeur au sens large grâce à l'agilité. Donc là, au centre, vous avez ce que j'appelle la valeur business. Et la valeur business, elle peut être découpée en deux catégories un peu plus larges. Tout ce qui va être lié à la valeur marchande, c'est ce que vous avez en haut ici. Je vais revenir avec des exemples très concrets. Et ce que vous avez en bas, c'est plus la capacité organisationnelle à livrer cette valeur marchande. Donc là, c'est un schéma très simple. Vous avez 4 catégories qu'on appelle des Key Value Areas en anglais, qui déterminent, qui donnent une coloration à la valeur. Dans un premier temps, vous avez la valeur non réalisée, en anglais c'est Unrealized Value, ce qu'on appelle UV. C'est globalement quelle potentielle valeur additionnelle pourrait être atteinte par notre produit. Et donc, un exemple très concret de mesure associée à cette valeur additionnelle, c'est l'expérience ou la satisfaction client souhaitée. Ça pourrait être une mesure qui indique l'expérience que le client aimerait avoir. Typiquement, concrètement, comment je peux le matérialiser? Demain, je sonde mes utilisateurs en envoyant un questionnaire en disant, bon, bah voilà, j'ai potentiellement envie de faire peut-être 5 fonctionnalités. Je n'ai rien développé, c'est juste une proposition. Quelle est celle que vous souhaiteriez le plus? Et elles ne sont pas développées. Et ben, en disant ça, je vais pouvoir mesurer d'une façon très simple la valeur non réalisée pour orienter mon produit et mes décisions derrière. De l'autre côté, lié à la valeur marchande, vous avez la valeur actuelle, la current value en anglais. C'est quelle valeur est actuellement fournie par l'organisation. Un exemple que moi j'adore prendre pour faire écho à ce que j'ai dit juste avant, c'est la satisfaction des employés. Mesurer la satisfaction des employés, il y a plein d'outils qui existent, Pulse, vous pouvez même faire des formulaires Google ou des formulaires Microsoft. C'est une forme d'analyse des ressentis pour aider à évaluer l'implication, l'énergie et l'enthousiasme des employés. Pourquoi c'est important? Parce que des gens qui sont heureux dans leur travail et qui sont impliqués, engagés, c'est des gens qui travaillent mieux et qui ont vraiment envie de bien faire. Ça, c'est hyper important. Ok, très bien. Et maintenant, si je descends un peu plus sur des choses plus liées à la capacité organisationnelle, il y a 2 autres qui évaluent AREA. La capacité à innover, l'ability to innovate, c'est l'efficacité de l'organisation à améliorer la valeur. Et je donne un exemple de mesure. Le ratio temps sur le produit, le pourcentage du temps que les équipes passent à travailler sur le produit et la valeur, VS par exemple, le run. C'est-à-dire, si on a un produit demain qu'on maintient, combien de temps on passe à essayer d'innover, VS, corriger les bugs en production, analyser ce qui ne va pas, faire des comptes rendus, etc., etc. Ça, c'est un moyen de mesure très simple pour associer à la capacité à innover. Et enfin, de l'autre côté, ça c'est le plus classique qui doit parler à certains et certaines d'entre vous, c'est le délai de mise sur le marché, le time to market, qu'on essaie toujours de réduire dans les équipes et dans les organisations. C'est quel délai pour livrer de la valeur nouvelle. On a parlé de fonctionnalités derrière de production. Combien de temps je peux mettre pour livrer cette valeur en production? J'en prends un exemple aussi. Un moyen de mesure, ce serait la fréquence de déploiement. Le nombre de fois où, en tant qu'organisation, on a déployé, livré en production une nouvelle version de notre produit auprès des clients et des utilisateurs. Donc, cet ensemble-là, ces 4 domaines-là, et il y a plein d'autres moyens de mesure associés à chaque catégorie, c'est ce qui permet de mesurer vraiment précisément la valeur business. Et moi, ce que je conseille dans les organisations, c'est de, faire ce travail de dire quelle est notre première définition de la valeur. S'aligner dessus, c'est être sûr que derrière toutes les discussions que vous allez avoir, quel que soit votre poste, d'un point de vue du produit, d'un point de vue architecte, d'un point de vue stakeholder, d'un point de vue management, si vous êtes tous orientés et portés par la valeur avec une définition commune, c'est beaucoup plus facile de générer du consensus, de l'alignement et justement d'aller répondre à ces besoins de nos utilisateurs et utilisatrices ou de nos clients.
Voilà, Trop bien. c'est pour la Grande, définition de la valeur. grande matrice qui aide vraiment à définir la valeur. Mais c'est vrai que c'est hyper vrai ce que tu dis, quand tu as l'objectif commun et que tout le monde a la même définition, c'est vraiment plus simple après d'aller dans ses objectifs et donc de prioriser son backlog, ce qu'on va voir juste là. Tout à Alors, fait. je vois que Yvan est en train de décrire, donc Yvan, si tu as une question sur la matrice, n'hésite pas. Mais donc voilà, comment est-ce que tu priorises très concrètement ton Ouais. backlog? Eh ben, je vais partir d'un exemple qu'on constate souvent et pour reprendre, j'ai parlé de story mapping tout à l'heure, là pour vous donner une autre partie qui est plus peut-être réaliste avec votre quotidien, je vais partir d'un backlog existant. Donc je ne vais pas dire que j'ai eu un backlog issu d'un nouveau produit que je veux construire, c'est vraiment j'arrive quelque part et il y a un backlog existant. Donc voilà, on part d'un product backlog que j'ai matérialisé ici en colonne. Et vous avez le product backlog initial qu'on va essayer d'ordonner par la suite. Je parle d'ordonner, vous allez très vite comprendre pourquoi. On préfère parler d'ordre des éléments les uns par rapport aux autres plutôt que de priorité. Parce que des éléments peuvent avoir une priorité qui est commune, beaucoup de valeur ajoutée, admettons, priorité commune. Mais par contre, leur ordre, c'est ça qui donne vraiment la suite dans le travail de comment on va développer tel ou tel élément. Et donc là, je vous ai mis une petite légende que je reporterai à chaque fois. C'est notre product backlog initial. Donc je représente chaque élément par une couleur. On va dire qu'en vert, c'est les items qui sont suffisamment spécifiés. Ils sont assez clairs. Globalement, il y a peu d'incertitudes dessus. Il y a peut-être des petits ajustements, mais le besoin est très clair. Il y a des critères d'acceptation, par exemple, si on parle en termes de récit utilisateur. Voilà, on sait où on va. En jaune, ça va être les éléments qui méritent un peu de précision. Potentiellement, par exemple, on n'a qu'un seul critère d'acceptation associé à notre besoin. On a un peu d'incertitude. Ça mérite de creuser un petit peu plus. Ou il peut nous manquer, je ne sais pas moi, des wordings ou des choses un petit peu, des maquettes, ce genre de choses. En orange, je matérialise les items à retravailler. Donc là, c'est des idées qui sont là, mais on a juste un titre, on ne sait pas encore trop qu'est-ce qu'on veut faire, on n'a pas trop pensé à la solution en collaboration avec les équipes. Voilà, il y a pas mal d'incertitudes, ça mérite de retravailler. Et enfin, ce que je matérialise ici en kaki, c'est les items qui sont flous. Donc c'est des gros machins. C'est vraiment, à un moment donné, j'ai eu une idée, je ne l'ai pas du tout creusé. J'ai juste noté et créé un ticket dans notre outil de travail ou mis une note sur mon cahier. Si son backlog, c'est un cahier. Voilà, c'est quelque chose de très flou que j'ai besoin de creuser. Et donc là, ce que vous constatez, c'est ce que je constate dans beaucoup d'organisations quand j'arrive, c'est que le backlog, globalement, ben, il y a un peu un mélange de tout. On l'a dit tout à l'heure, ça contient tous les éléments. Je parle d'éléments, hein, donc je ne parle vraiment pas uniquement d'user story, là, dans cet exemple. Ça pourrait être un bug, ça aussi, peu importe. Mais là, voilà, c'est pas trop ordonné. Il y a des trucs à préciser qui sont en bas, des trucs qui sont suffisamment spécifiés un peu en haut, un peu en bas, des items flow au milieu. Bah, l'idée, là, ça va être ensemble. Je vais vous montrer comment on peut ordonnancer justement ce backlog. La première chose à faire, et le premier tip que je donne toujours pour les products ou pour les équipes en général, c'est de se dire que dans notre product backlog, les 5 premiers items, ils sont le plus proches d'être pris et donc ils sont suffisamment spécifiés. C'est la première chose que je donne, les 5 premiers. Si vous avez un backlog avec 50 éléments, les 5 premiers, ils sont suffisamment spécifiés. Donc là, je vais passer par une phase d'affinage. Alors, la première chose que je vais faire, par exemple, l'item flou, qui était justement mon 5e élément ici, même si ce n'était pas forcément très ordonné, bah, je vais essayer de l'affiner en fait. Parce que ça, je suis convaincu que ça a pas mal de valeur. Les éléments les plus hauts du backlog, on le verra à la fin, c'est ceux qui ont le plus de valeur. Et les éléments en bas du backlog, c'est ceux qui sont les plus flous, où on n'a pas encore envie de mettre de l'effort dessus. Donc là, typiquement, l'item flou, je vais l'affiner et le besoin en le découpant plus finement. Je vais le découper avec les équipes tech potentiellement, avec les équipes UX UI, en disant, bon, c'était assez flou, maintenant je l'ai précisé, en fait, ça découle en 3 US, par exemple, que je vais matérialiser ici. En jaune, parce qu'elle mérite encore d'être précisée, mais au moins j'ai mes 3 US. Et ce que vous voyez aussi ici, c'est que j'ai commencé déjà à ordonner, c'est-à-dire j'ai mis les éléments suffisamment spécifiés en haut, ensuite les éléments à préciser
à la suite. Et là, potentiellement, et vous allez voir pourquoi, il y a aussi un élément qui a été suffisamment spécifié, mais qui a moins de valeur que les autres éléments. Donc, je répète pour que ça soit clair, l'idée, c'est de dire l'élément le plus haut dans la liste de mon backlog, c'est l'élément qui a le plus de valeur. L'élément le plus bas, potentiellement, c'est celui qui a le moins de valeur. Si demain, l'item flou qui est tout en bas, en fait, on estime qu'il a beaucoup plus de valeur que les autres éléments, je peux le remonter, et du coup, je veux mettre de l'effort dessus pour le découper. Ok, et petite question de Yvan, Ouais. parce que tu dis que c'est un backlog déjà existant. Quels sont tes tips à toi pour te familiariser avec un backlog quand tu arrives et que tu en découvres un sur un projet existant Ouais, pour bah, être la opérationnel? première question que je vais poser, c'est est-ce que pour toi, l'élément le plus important, il est en haut? Si la réponse est non, je sais déjà qu'on est dans cette forme de backlog. Ça me permet déjà de me dire, OK, très précisément, il va falloir que je travaille avec l'équipe pour savoir pourquoi l'élément le plus important, le plus de valeur, quelle que soit la définition de l'organisation à date, n'est pas en haut. Donc ça, c'est Ok. déjà pour me dire, je suis dans ce format-là. Par contre, s'il y a une autre forme de tri où on me dit très précisément, par exemple, ce que je vois aussi dans les organisations, il y a un niveau de priorité. Par exemple, sur Jira, on peut parler de priorité highest, high, medium, etc. Ça, c'est aussi un indicateur pour dire que, en fait, ils utilisent ça pour prioriser. Mais moi, mon but, pour avoir vraiment un backlog qui est le plus clean possible, c'est de dire qu'à chaque instant, mes 5 premiers éléments, c'est les éléments les plus importants que je veux développer demain. Ça peut bouger tous les jours, plusieurs fois par jour. Ok. Voilà. Ok, très clair. Donc la phase 2, j'ai commencé à ordonner mes éléments, mais là, vous voyez qu'il y a un espèce de petit vilain canard, que j'appelle comme ça. Il est spécifié cet élément, mais il est 16e dans la position. Donc là, il y a 20 éléments. Et là, on va faire une phase de clean. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cet élément, en fait, on va le mettre à la poubelle. Pourquoi on va le mettre à la poubelle et pourquoi c'est très très important? Parce qu'en fait, potentiellement, s'il est 16e, même s'il est suffisamment spécifié, peut-être qu'on ne le fera jamais. Peut-être que c'est une demande qui date d'il y a 2 ans. Peut-être que c'est une idée que quelqu'un nous a soufflé un jour, mais en fait, on l'a juste écrite pour dire, OK, j'ai entendu ton idée. Moi, ce que je conseille, et c'est très difficile au départ, c'est donner la possibilité aux équipes et aux produits notamment, puisque c'est eux qui sont en première ligne, hein, avec toutes les interactions dans l'organisation, les clients, les utilisateurs, les parties prenantes, les autres services, etc. C'est d'avoir le pouvoir de dire non. Et le pouvoir de dire non, c'est pouvoir justement être aligné sur ce qu'est la valeur. Demain, quand quelqu'un souffle une idée et dit ah, mais moi je pense que ce serait une super idée de mettre un bouton bleu à la fin du tunnel d'achat sur mon site de chaussures, si tu arrives à lui dire en tant que product ou en tant qu'équipe, en fait, ton cas là, c'est 1% de nos utilisateurs, donc c'est pas Mm. très intéressant, potentiellement, on va abandonner cette idée. Alors, ça va peut-être générer de la frustration, c'est possible. En fait, si vous avez une définition alignée de la valeur et dans vos discours, vous êtes très aligné, ça va être beaucoup plus facile à être entendu et accepté. Et ça permet d'avoir un backlog clean où on n'accumule pas plein de petites choses qu'on a du mal à trier à la fin, mais Mm, mm. vraiment, on est focus sur les éléments de plus grande valeur qui sont en haut. Ok. Donc cet élément 16, je le jette à la poubelle. Et ensuite, j'ordonne et je clean, pareil. Potentiellement, je me suis rendu compte, après avoir précisé l'US numéro 6, vous vous souvenez, hein, c'était un item flou, je l'ai découpé en 3 potentiels US. Et en fait, après, j'ai mis un peu le focus en me disant la 6e et la 7e, je vais essayer de la préciser d'un point de vue produit, la décrire plus précisément, commencer à réfléchir à la solution, etc. Et potentiellement, je me rends compte que ça a plus de valeur que l'élément numéro 2. En fait, je les inverse. Voilà, je réordonne. Parce que lui est plus important en termes de valeur que l'élément numéro 2, qui lui descend. Parce qu'en fait, il est moins important que le 3, moins important que le 4, moins important que le 5, et ainsi de suite. Ok. D'où Et le donc, fait de s'être accordé sur la valeur juste avant. exactement. Donc, à la fin, on a 19 éléments. On est parti de plein d'items flous qu'on a ordonnés, qu'on a un peu cleané. On a l'élément qui a la plus grande valeur tout en haut et la granularité. Plus on est en haut, plus c'est précis. Plus on descend dans le backlog, moins c'est précis. Pareil, c'est pas grave de passer du temps à ordonner les 5-10 derniers éléments de son backlog. C'est pas important. L'essentiel, c'est vraiment que les 5 premiers soient précis le plus possible et ordonnés.
Si vous avez un backlog à 250 éléments, le message, là, c'est pas de vous dire demain, prenez les 100 derniers éléments et ordonnez-les comme ça. Non, faites un gros clean. Déjà, si vous avez 250 éléments, à mon avis, c'est qu'il y a un clean qui mérite d'être fait. Et deuxièmement, concentrez-vous toujours sur la partie haute de votre backlog pour ordonner par la valeur. Ok, et donc ne pas hésiter à dire non ou à mettre quelque chose à la poubelle ou de côté pour que le backlog reste clean et à poser des questions aux équipes Tout à pour toujours être aussi aligné. Et l'outil le plus puissant, et c'est le seul, et c'est le nerf de la guerre, j'insiste, c'est définir précisément ce que c'est que la valeur. Ne pas être trop porté par forcément ces biais cognitifs qu'on a tous, ces opinions, ces avis, parce que en fait, on fait un comparatif avec un produit qu'on aime bien et qu'on maîtrise parfaitement. On dit, bah oui, mais là, regarde, ils font la même chose. Oui, mais peut-être que nos personnages ne représentent pas qui tu es toi. Donc, c'est vraiment se poser ces questions-là, c'est très, très important. Trop bien. Merci beaucoup, Daniel. S'il y en a qui ont des questions sur ce template, sur cette matrice, n'hésitez pas. Je vois qu'on a une question qui nous demande si c'est pas l'amalgame avec le sprint backlog, parce que le product backlog, je regarde, les éléments sont censés être plus macro et retravaillés par les PO. Qu'est-ce que tu en penses, c'est une Daniel? très bonne question. Ça va encore une fois dépendre des équipes. Là, je parle vraiment de product backlog. On n'est pas du tout dans une méthodologie Scrum ou Kanban ou Scrumban ou ce que vous voulez. Là, on a vraiment juste un ensemble d'éléments qu'on a ordonnés. En effet, ce que tu dis d'un point de vue produit, si tu es une équipe assez mature, il est tout à fait possible d'avoir et d'embarquer dans un sprint backlog, donc vraiment dans une itération de sprint, de dire j'ai défini un objectif de sprint sur une itération à 1-2 semaines. Pourquoi ce sprint est important? Et ensuite, en fonction de ça, je vais piocher dans mon backlog les éléments qui vont me permettre d'atteindre cet objectif. Potentiellement, il y en a qui seront incertains. Jaune, par exemple, item à préciser ici. Ce n'est pas grave, mais ça dépend de la maturité des équipes. Moi, ce que je conseille pour démarrer, c'est toujours pareil, pour donner un peu une habitude et un peu un garde-fou, c'est de se dire que dans notre backlog, les 5 premiers éléments sont assez précis. En revanche, si ton équipe est très mature et qu'elle sait parfaitement créer de la valeur en un sprint avec des items très incertains, et je vais prendre un extrême avec juste un titre, et après réfléchir sur l'itération en collaboration pour déterminer les meilleures solutions, bah ça c'est génial. Dans la réalité des faits, le contexte est plus réaliste vis-à-vis de ça. En tout cas, de ce que moi j'ai rencontré dans les équipes. Ok. Il y a Aurélien qui me propose de, au lieu de mettre à la poubelle, créer une colonne archive de peur que l'item soit reproposé en fait par la suite ultérieurement. Je comprends, ça peut être une solution en effet. Pareil, ne soyons pas dogmatiques. L'idée, c'est juste de dire quand on le met à la poubelle, on l'a communiqué. C'est toujours pareil. Si quelqu'un t'a fait une demande au coin café en disant ah, j'ai une idée, je pense que ce serait bien de ça, là, lui creuser avec lui le besoin en disant qu'est-ce que tu penses de ça, est-ce que tu représentes ces utilisateurs, machin. Si en un consensus, vous n'avez même pas besoin de créer l'item, bah, tu as déjà gagné, tu vois. Par contre, en effet, si pour historique, pour pas que la demande revienne systématiquement, etc., réexpliquer, avoir un statut archive ou close pour dire que c'est terminé sans supprimer. Hein. Quand je dis à la poubelle, hein, ça veut dire qu'on ne mettra plus aucun effort dessus. Ça ne veut pas dire en effet je supprime forcément l'élément. Donc avoir une colonne ou un statut archive, ça peut être une bonne idée en effet. Et lui, ce qui nous dit qu'il a une colonne, pas pour le moment, ce qui correspond finalement à la fin de la liste, je pense, et une colonne archivée. Ouais, ça peut tout à fait fonctionner. L'essentiel, c'est de bien les identifier et que derrière, tu ne te fasses pas forcément embêter toutes les semaines ou toutes les 2 semaines par la personne qui t'a donné cette idée-là. Et toi, tu n'as juste pas eu la capacité ou le discours pour lui dire non et pourquoi. Alors que si tu lui avais dit une fois non et pourquoi et qu'elle avait compris, tu te serais affranchi de tout ça. C'est ce genre de choses parfois qui revient, que moi je constate, où des gens pensent que leur idée est très bien et c'est possible, hein. C'est possible, attention, hein. Ça mérite d'être creusé. Néanmoins, quand on regarde et que précisément et que c'est pas forcément si intéressant, jeter, ça permet de cleaner et d'être focus sur le reste. Voilà. Un petit ménage de printemps fait jamais de mal. Oui. Donc, valeur et granularité à fond, toujours dans l'état d'esprit.
Il nous reste 10 minutes pendant lesquelles vous allez encore pouvoir poser vos questions. C'est vraiment ça la priorité. Mais sinon, Daniel, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont tes conseils que tu donnerais aux PO et PM pour interagir avec les autres équipes, les devs, les scrum, pour que la collaboration du backlog soit efficace? Ouais, ça c'est une très bonne question et c'est un gros enjeu à chaque fois, trouver l'équilibre entre, d'un point de vue produit, j'essaie d'avancer pour commencer à réfléchir aux fonctionnalités, aux solutions qui découlent d'un product goal et comment j'implique les équipes pour justement faire les meilleures solutions. Moi, ce que je conseille, et vraiment, mais c'est le plus dur, c'est d'impliquer les équipes le plus tôt possible dans le process, si vous avez des process, ou dans la définition des solutions. Plus vous les impliquez tôt, plus vous avez levé des incertitudes, plus vous allez vous orienter sur les solutions simples, plus vous allez créer de la valeur rapidement. Parce que si vous faites plein de suppositions en se disant, ce que je constate aussi, des products qui ont été des anciens devs et qui se disent, ah mais ça c'est trop facile, ça prend 2 secondes. Oui, mais en fait, tu n'as peut-être pas la connaissance sur ce produit en particulier, ou en fait, tester c'est hyper compliqué, ou ce genre de choses. Et du coup, bah, faire une petite supposition de c'est facile à faire, du coup je le mets en haut de mon backlog. Alors qu'en fait, on va se confronter quand on va présenter un peu le besoin à l'équipe technique qui va dire bah, en fait, non, ça c'est hyper compliqué, c'est peut-être pas une super bonne idée. Bah, là, tu as peut-être fait un effort très fort dans une définition d'un besoin très précis, alors que si tu avais impliqué l'équipe dès le départ, tu aurais pu déjà éliminer et dire bon, bah, en fait, cet élément-là, et si je reprends mon exemple, le numéro 16, peut-être que ce n'était pas une si bonne idée, je l'abandonne. Voilà, Ok. donc impliquer au maximum. Soit c'est dans des formes de rituels. Scrum donne un cadre quand même qui permet de faire ça de façon très propre. Mais si vous êtes dans une autre méthodologie en Kanban où vous ne savez même pas trop, bah, c'est de trouver des moments pour justement partager ça et créer tout ce backlog ensemble. Le product est redevable de l'ordonnancement, mais il peut tout à fait déléguer ça à des équipes. Il y a des techs. C'est tout à fait possible dans des équipes matures, je l'ai vu et ça marche, de dire, bon, bah, en fait, on est aligné sur la valeur, donc peu importe qui priorise ou qui ordonne, en fait, on est Ah oui, aligné. ok. Donc, c'est pas grave, je peux déléguer cette partie-là et moi me concentrer sur le discovery, l'analyse du marché, aller faire des tests utilisateurs, etc., etc. Ok. Ok, ok, très clair. Question de Angéline. Quel est le degré de maîtrise de la technique qui peut être attendu d'un PM ou d'un PO? Ça va être, pour le coup, j'ai pas de réponse Ouais, toute faite. C'est très c'est pas trop. contextuel. Je l'ai dit, par exemple, moi, dans le monde bancaire, des paiements, c'est quelque chose de très bac, hein. Un paiement, c'est quelque part la proposition de valeur, c'est mon paiement est passé ou mon paiement a été rejeté. Et je Mm. sais faire un remboursement, ça s'arrête là. Mais derrière, il y a plein d'imbrications avec des partenaires, avec la banque, etc., etc., etc. Donc, c'est très technique pour le coup. Et en effet, des products dans ce milieu-là qui ont peu de connaissances techniques, ça va être compliqué. A contrario, une startup qui est vraiment un peu un game changer, comme par exemple, pour ne citer qu'elle, Alan, qui a révolutionné un peu le monde de l'assurance maladie, etc., Mm. des mutuelles, bah, dans ces boîtes-là, le fait d'avoir de la tech, c'est moins important. Je vais faire une parenthèse. En France, on est par rapport un peu aux États-Unis, aux pays anglo-saxons, d'un point de vue produit, on a besoin de maîtriser un peu plus la technique. Ok. Alors qu'en fait, dans ces pays-là, anglo-saxons, les gens qui sont au product, ce sont vraiment des marketeurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont vraiment, qui pensent que produit, sans savoir la solution, etc. Et ils ont tout déporté, cette connaissance et cette confiance auprès de la technique. Et eux, ils sont vraiment là pour avoir les idées les plus valorisantes pour les utilisateurs. C'est des gens qui ont moins de compétences techniques. Mais en France, c'est un peu moins vrai. Ok. Comme dit Yvan, plus de sciences comportementales aussi, mais c'est le fait voilà, de toujours plus communiquer avec ses équipes, encore une fois. Tout à fait. Leïla demande pourquoi aux USA, c'est aussi diversifié en termes de profil, justement. Je pense que c'est aussi diversifié parce qu'ils sont plus en avance quand même sur déjà ce cadre de travail, ces méthodologies, parce que c'est tout ce que j'évoque là, hein, ça vient des États-Unis hein, pour le coup. Donc, ils sont beaucoup plus avancés. La Silicon Valley, pour ne citer qu'elle, bah, a créé les boîtes les plus grosses, Apple,
ChatGPT, ça vient de là-bas pour OpenAI, etc. Donc, ils sont plus avancés. Eux, c'est des choses qu'ils ont déjà acquis depuis bien longtemps. Nous, on a récupéré un peu l'info et du coup, on s'adapte et ça prend plus de temps. Donc, c'est pour ça qu'ils ont des profils très, très diversifiés par rapport à nous. Et surtout, il y a une autre raison que moi, je pense, pour le coup, là, c'est un avis personnel, c'est que leur façon d'évoluer dans une entreprise aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, c'est pas forcément de dire je deviens manager, c'est plus je peux avoir une carrière en étant expert technique ou expert produit sans jamais devenir manager parce que c'est un métier à part entière de l'humain. Et du coup, bah, ces profils-là, ils sont beaucoup plus épanouis dans le fait qu'on leur a donné un salaire associé, de la motivation, plein de facteurs extrinsèques pour les faire évoluer dans une entreprise sans qu'ils deviennent managers nécessairement. Alors qu'en France et en Europe de façon globale, bah, devenir manager, c'est encore, même si ça change, encore un peu un but à atteindre pour plein de personnes, et notamment les organisations qui font évoluer des gens qui étaient très bons à la technique sur un poste de management, alors qu'elles ne sont pas forcément faites pour gérer de l'humain, ce qui est très différent. On a encore ce pattern-là en France. Voilà, c'est une explication que je donne, qui est mon avis impersonnel pour le coup. Trop bien, merci beaucoup Daniel. Je prends la dernière question d'Elvis avant la fin. Dans le même sujet, comment tu vois les choses quand les boîtes aux USA sont en train de supprimer des postes PM à l'avantage de designers pour les faire devenir architectes produits? Comment je vois les choses vis-à-vis de ça? Alors déjà, moi, j'ai pas du tout peur de tout ce qui est OpenAI, ChatGPT, quel que soit le poste, hein, designer, architecte, ce que vous voulez. Ça fait pas du tout peur. Il faut juste le prendre comme une opportunité de faire le travail que personne n'aimait trop faire et à notre place. Moi, je le vois vraiment comme ça. Encore une fois, c'est un avis Ok. personnel. Donc, j'ai pas peur du tout de ça. Alors, je reprends juste la question pour être sûr de ne pas taper à côté. Oui. C'était laquelle? Je pense que je la vois plus. De Elvis, S'il te plaît. quand ils suppriment des postes de PM à l'avantage de designers pour les faire devenir architectes products aux USA. Ok. Est-ce que dans la question, quand on parle de product manager, on parle de product au sens large, on parle vraiment de personnes qui managent le produit, puisque pareil, c'est un peu français de séparer product owner de product manager. Aux États-Unis, on parle de product tout court. Peu importe. C'est vraiment En l'honneur du général, produit. oui. Ouais, Ouais. exactement. C'est celui qui donne la vision produit à 100%. Je n'ai pas de réponse à cette question. Honnêtement, je ne connais pas trop la nuance entre architecte produit et product manager, donc je n'ai pas trop d'avis, j'avoue. Je ne saurais Ok. pas répondre précisément. Non, mais ça marche. Merci beaucoup, Daniel, pour cette heure. Est-ce que tu as un dernier conseil ou un dernier petit mot à nous partager? Oui, le dernier conseil que je donnerais, c'est quel que soit votre poste dans une entreprise, il n'est jamais tard pour faire bouger les choses, de un, et remonter les besoins, et surtout, alignez-vous sur la valeur, challengez les personnes, il n'y a pas de problème, mais sur la valeur, c'est très très important, et faites confiance aux gens. Que vous soyez product, faites confiance aux équipes techniques pour faire les meilleures solutions associées à votre besoin. Et inversement, si vous êtes un peu plus à la tech, faites confiance au product pour essayer de faire les meilleurs besoins, exprimer les meilleurs besoins associés à des retours utilisateurs ou des clients en y répondant. Donc voilà, faites-vous confiance. La confiance, c'est la clé d'équipes qui produisent de la valeur. Donc des équipes qui fonctionnent ensemble, c'est des équipes qui produisent de la valeur. Je renvoie à la satisfaction un peu des employés. Si vous êtes motivé et que vous aimez travailler avec vos collègues, ça se passera très bien et vous n'aurez pas de mal à réagir et créer de la valeur. Voilà. Un grand merci, Daniel. Franchement, trop chouette. Je pense que ça a été vraiment dans le concret. Merci pour les templates que tu nous as partagés. Et je vois qu'il y a déjà plein de merci dans les commentaires. Donc, ça nous fait trop plaisir si ça vous a plu. Vraiment, j'espère que vous avez aimé, que vous repartez avec du concret. Pour rappel, cet event, il a été enregistré, donc il sera retransmis notamment sur notre YouTube. Donc voilà, vous pourrez revenir dessus parce que je sais qu'il y a eu plein d'infos et que c'est dur de tout retenir et de tout vouloir mettre en application. En tout cas, vous pourrez vraiment vous reposer dessus. Et on vous enverra également un mail récapitulatif donc de tout cela. Bah oui, les templates, ils seront, je pense,
dans l'enregistrement, Aurélien. Donc voilà, un grand merci à toi, Daniel, pour toutes ces réponses, ce concret, cet échange. Voilà. Merci Merci à beaucoup. toi, merci à tout le monde pour vos questions. C'était hyper intéressant, donc j'ai passé un très bon moment et je vous souhaite à toutes et tous un bon appétit pour ceux qui Ouais, vont déjeuner. Et voilà, à plus. trop bien. Merci beaucoup. Bon Salut, ciao, appétit. ciao. Salut.